En préparant, Laurence, cette petite table ronde, vous m'avez expliqué un petit peu les différents usages que vous pouviez faire des réseaux sociaux, et notamment, si j'ai bien retenu la leçon, que vous utilisez essentiellement dans un but de communication et de mobilisation. Oui, voilà, en fait, on envisage Oxfam, en quelques mots, c'est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans le monde. En France, si Oxfam intervient à la fois au niveau des opérations humanitaires d'urgence, de la mise en place de programmes de développement sur le long terme, c'est aussi l'action sur les causes de la pauvreté, et notamment le travail de campagne et de plaidoyer, c'est notamment ce qu'on fait en France. Donc qui dit campagne de plaidoyer dit évidemment sensibilisation du public et travail auprès des décideurs politiques pour faire changer les réglementations. Du coup, notre travail effectivement a une forte composante de communication et de sensibilisation et d'interpellation, et dans cette optique, les réseaux sociaux sont des outils qui sont très importants et qui sont complémentaires aux autres outils que nous utilisons, le site internet, le print, voilà. D'accord. Florian Serriel, d'Action contre la faim. Pardon, comme on ne s'était pas rencontré, c'est vous, Florian? On ne s'est pas rencontré au préalable. Je vais reprendre un petit peu les mêmes termes qu'elle va employer. C'est beaucoup de communication, du plaidoyer, de la mobilisation essentiellement, interpeller aussi les décideurs. On est un petit peu sur les mêmes mécaniques, avec très peu de fundraising au final sur les réseaux sociaux. Alors, je rebondis tout de suite là-dessus, et je vous donne la parole après, Kevin. Justement, Laurence, vous m'avez expliqué que vous faisiez également peu de fundraising à travers les réseaux sociaux, et que finalement, vous aviez regardé un petit peu votre base de donateurs. Vous êtes dit, finalement, ils sont assez peu connectés, ces gens-là, et ils sont assez peu sur Twitter, en plus. Et peut-être que c'est normal, parce qu'ils sont un peu vieillissants, ces donateurs, on le sait bien. Et est-ce que justement, ce n'est pas l'occasion d'aller chercher de nouveaux donateurs et de rajeunir cette cible à travers les réseaux sociaux? Alors en fait, Oxfam, on est même si je pense qu'il y a beaucoup dans la salle connaissent Oxfam, on est très peu connu en France, donc on a une notoriété très faible auprès du grand public. Notre stratégie, en tout cas par exemple Twitter, c'est vu vraiment comme un outil complémentaire pour nous faire connaître et pour faire connaître Oxfam auprès d'une cible qui pour nous est vraiment en affinité avec le public qu'on recherche, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à l'actualité. Sur Twitter, quand on a fait les statistiques sur Twitter, la majeure partie, on a 50 000 followers, et on a la majeure partie, ce sont des gens qui s'intéressent à l'actualité, et notamment à l'actualité internationale. Donc on est sur un public qui est plutôt captif des informations qu'on va diffuser. Donc pour nous c'est important parce que ça permet d'augmenter notre notoriété à moindre coût sur un public qui est fortement en affinité avec le travail qu'on mène. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des donateurs, donc il y a tout un travail à faire qui est d'augmenter notre notoriété, de mieux faire connaître en fait à ce public nos actions, puis après essayer de les attirer, évidemment, on met énormément de liens vers notre site, et d'essayer de les convertir petit à petit en donateurs. Pour l'instant, c'est un travail qui est on ne mesure pas encore. On a encore beaucoup de travail à mener sur une stratégie plus poussée de conversion et de mesure surtout. C'est ça la grande difficulté, c'est le tracking, de mesurer comment ces followers, après, on peut les transformer en donateurs. D'accord. Kevin Clèche, donc Croix-Rouge, quel est votre usage et votre utilisation des réseaux sociaux, et notamment Twitter? Alors nous, c'est un peu l'opposé d'Oxfam, c'est-à-dire que nous, on a en fait ces principes, les principes des sociétés Croix-Rouge, Croissant-Rouge, un principe qui s'appelle la neutralité. Donc après, c'est assez peu évident d'interpeller sur cette base-là, même si effectivement on parle quand même et on a de la conversation sur nos thématiques métiers. Par contre, on fait du fundraising sur les réseaux sociaux. Alors Twitter, c'est pas la plateforme où ça marche le mieux. Mais nous, on a estimé qu'on était à 5 à 6% de notre collecte digitale se fait sur les médias sociaux. Et c'est quelque chose qui a tendance à grossir, tout comme la collecte digitale d'ailleurs. La collecte digitale qui représente à peu près, si je me souviens bien, 16% de la collecte globale, qui est aussi en forte progression.
Donc pour nous, c'est important en fait d'être sur ces plateformes-là. D'habitude aussi, les donateurs à ces modes de collecte, ces nouveaux modes de collecte, qui peuvent être participatifs par exemple. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un rajeunissement de la cible. On a vu, en fait, même si nos donateurs restent plutôt seniors sur les médias sociaux, un rajeunissement de la cible de l'ordre d'une vingtaine d'années. Ça a été un élément moteur pour nous, dans le sens où moi je ne serais pas juste community manager à la Croix-Rouge si on ne collectait pas sur les médias sociaux. C'est aussi un élément moteur en le sens où, comme il y a une grosse marge de progression, pour nous on a estimé qu'il fallait investir. Donc ça passe par du temps que je représente, mais aussi par des investissements liés à des mécaniques, à faire appel à des agences, imaginer en fait des moyens de collecter et puis de communiquer aussi. Juste une précision, donc dans les 16% que vous, en fundraising que vous recrutez donc via le digital, vous avez 5-6% via les réseaux sociaux, et est-ce que sur cette cohorte de donateurs, vous avez effectivement une vraie différence en termes de profil par rapport à l'ensemble de vos donateurs? Oui, on a une différence d'âge, comme je le signalais, mais avec les croisements qu'on a pu faire, on remarque aussi qu'on a des différences de comportement. On n'en est qu'au début, on parlait de Big Data tout à l'heure, c'est un gros chantier, c'est de pouvoir analyser le plus finement possible en fait, les comportements des différentes personnes qui gravitent autour de l'association. Ça passe par des analyses sur les éléments comportementaux qu'on peut récupérer. Typiquement, alors c'est un chantier qui est en cours, je ne dis pas qu'on peut le faire tout de suite, mais on va essayer de le faire. Mais typiquement, c'est quelqu'un qui est sur Facebook, qui est fan de la Croix-Rouge, à partir de quel moment il va commencer à donner, au bout de combien de messages. Si je suis la Croix-Rouge sur Twitter, Facebook, une plateforme, est-ce que je donne plus que quelqu'un qui est uniquement shooté par email tous les ans? C'est des questions qui nous intéressent et sur lesquelles on souhaite avoir plus d'infos. Et je vais apprendre des vieux réflexes, j'avais parlé de panier moyen, mais le don moyen, sans faire un travailleur de secret, est différent. Le don moyen est un peu inférieur, mais pas tant que ça finalement. Ce qu'on s'est rendu compte, ce dont on s'est rendu compte, je sais français, c'est qu'en fait, on a essayé de faire de la microtransaction sur les réseaux sociaux en disant bon, on va essayer plus d'intéresser les jeunes, donc les très jeunes, et puis se dire voilà, on va donner 2 €, à mettre en place une mécanique qui est sympa, cool, etc. Au final, en fait, on se rend compte qu'on gâche un peu la donation, c'est-à-dire que même si la donation moyenne, elle est, je dirais qu'elle est sur une catastrophe, par exemple, qu'on a pu connaître récemment, on est de l'ordre de 90 à 100 € en bon moyen, en passant par le web. Sur les médias sociaux, on a un panier moyen qui est un peu moins élevé, mais pas beaucoup. On doit être aux alentours de 80 €. D'accord. Florian, et puis ma question s'adresse aux trois. Quelle stratégie vous avez eu chacun d'entre vous en termes de création de compte? J'ai cru remarquer sur Action contre la faim que vous créez des comptes, un petit peu par mission. Vous avez beaucoup de comptes, il m'a semblé. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous avez conduit à cette stratégie. À l'opposé, je crois que Oxfam a plutôt un compte Oxfam France, un petit peu chapeau, et Croix-Rouge, vous nous expliquerez quelle est votre stratégie. Et ça m'intéresse effectivement de comprendre ce choix. Je pense qu'il y a une véritable volonté de notre part de faire remonter un maximum d'informations directement depuis le terrain, et qu'elle ne donne pas l'impression d'avoir été redigérée et réinjectée par le siège après coup. Donc il y a une double démarche, c'est-à-dire qu'il y a des informations qui bien entendu doivent être vérifiées, parce qu'on a plusieurs paliers de vérification en interne, d'autres qui peuvent être directement amenées par les missions, et donc il y a une certaine, je pense, fraîcheur dans cette information-là. Après, toutes les missions ne peuvent pas divulguer des informations, que ce soit le cas du Yémen, que ce soit le cas de la Somalie ou de la Syrie, où là on a des contextes qui sont assez délicats, mais quand le contexte s'y prête, on essaye vraiment de développer ça. Le problème, c'est de maintenir ça dans le temps, par contre, et d'avoir une personne qui va se coller à l'exercice. Et ça, c'est une vie à gérer, ça va pas être simple. Et Oxfam?
Alors nous, on a fait le choix d'avoir un compte principal. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en revanche, on essaye de retweeter énormément les tweets des salariés, des bénévoles, des personnes qui travaillent ou des partenaires qui travaillent avec nous. On peut être amené à faire donc des listes sur les événements principaux. Hein, par exemple, quand on est présent à des sommets, que ce soit au G8, au G20 ou à des conférences internationales. Dans ces cas-là, on fait un compte qui peut être suivi aussi par les journalistes, donc qui permet d'avoir un suivi en direct de l'intérieur des négociations avec les responsables de plaidoyer qui vont tweeter en direct. Mais sinon, c'est vraiment un compte, le compte Oxfam aussi, parce que ça correspond à notre objectif qui est vraiment de sensibiliser sur les différentes causes de la pauvreté. Donc, on suit un certain nombre de sujets sur le même compte et on donne les informations régulièrement sur tous ces différents sujets. Merci, Kevin. Alors nous, on est plutôt centralisateur, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne par direction métier au siège. Les directions métiers prennent pas forcément la parole sur les réseaux sociaux, même s'il y a quelques petits tests qu'on a réalisés qui fonctionnent plutôt pas mal, notamment avec notre directeur des programmes internationaux qui tweet pas mal sur ce sujet, et puis un compte ESS qui traite des sujets ESS. Après, on a en fait ouvert la possibilité à toutes nos structures, il faut savoir qu'elles sont très nombreuses en France, d'ouvrir des sites internet et des présences sur les différentes plateformes médias sociaux. Alors c'est un peu compliqué, c'est très inégal, et par contre on n'a pas du tout, comme vous pouvez l'avoir chez vous, de comptes de responsables terrain qui quittent sur le sujet. Alors moi je remets les choses sur le tapis à chaque fois. On a des réunions, ce qu'on appelle nos DMI, donc les commissions internationales, qui sont 2 fois par an je crois, donc j'interviens à chaque fois. Je les incite à chaque fois à utiliser toutes les plateformes possibles pour nous donner des renseignements, pour discuter de ce qui les anime. Ce qu'on nous répond, c'est que les journées sont déjà assez longues pour faire le boulot de la com à la place. Mais je ne désespère pas, ça va venir un jour, j'espère en tout cas. Alors justement, en termes de plateformes, on a beaucoup parlé de Twitter, mais quelles sont les autres plateformes que vous utilisez? Facebook, j'imagine. Quelles sont les autres plateformes que vous utilisez? LinkedIn, je l'espère. Allez-y. Facebook, oui, évidemment. Et pardon, en fait, si je complète ma question, c'est pour faire quoi à chaque fois? Est-ce que vous avez des usages différents en fonction des plateformes? Est-ce que vous conseillez des usages différents? Un conseil, je sais pas. Déjà au niveau des usages, Facebook a été le premier compte sur un réseau social qui a été créé au nom d'ACF, avant que j'arrive. Je pense qu'au début, la volonté c'était d'avoir une fanbase et on ne savait pas trop comment, quoi en faire, et ça soulevait pas mal de questions. Au fur et à mesure, les gens se sont accumulés, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une certaine envie d'être tenu au courant de nos activités, donc on en est resté vraiment sur un aspect très informatif avec des appels aux dons qui sont envoyés de manière très ponctuelle, principalement en fin d'année. Donc on est resté vraiment sur de l'information. Twitter nous permet d'être à cheval sur différentes activités, à la fois de l'information pour le grand public, mais aussi on essaye de plus en plus de toucher des journalistes quand c'est pas eux qui viennent nous toucher directement. Ça dépend un petit peu du moment, mais voilà, on essaye vraiment de capter leur attention. Et après, on surveille aussi les nouveaux usages. Donc là, vu qu'on essaie de rajeunir un petit peu nos cibles, on commence à travailler sur Instagram. On a eu la volonté, comme une opération annuelle qui s'appelle la course contre la faim, qui permet à 260 000 enfants de courir au profit de la CF. C'est un levier qui me paraît très intéressant avec eux. Et on surveille toujours en parallèle des réseaux comme Google+, même si là, pour le coup, à part le surveiller tout le monde, j'en fais pas grand-chose. Il faut quand même rester au courant. Et on regarde un petit peu Snapchat, mais je n'ai pas trop d'idées générales à faire avec. Alors nous, on est donc, principalement comme c'est Twitter qui, en tout cas, on l'a pas voulu, mais c'est Twitter qui marche le mieux pour nous. On est présent sur Facebook aussi à peu près depuis le même moment. On a commencé en 2009 sur Twitter, ça devait être, je pense, 2008 sur Facebook.
Mais évidemment, c'est Twitter qui, pas bizarrement, parce qu'en fait, ça s'explique aussi par la nature des informations qu'on diffuse. Ça marche mieux sur Twitter que sur Facebook. On a un peu de mal à élargir la communauté sur Facebook, même si elle est plutôt active. Et puis, on a un compte sur LinkedIn, mais essentiellement pour diffuser les annonces de recrutement. Voilà, on est plus dans c'est la démarche plus professionnelle. Et Instagram, on commence aussi, mais on est un peu limité au niveau du temps, parce que c'est vrai que c'est du temps. On n'a pas de community manager au sein de France, donc c'est du temps qui est dispersé sur plusieurs personnes. On a aussi, au sein de France, il n'y a pas du tout de validation des informations qui passent sur Facebook et sur Twitter. On laisse énormément de liberté en fait aux salariés. Donc beaucoup de confiance, et je pense que c'est aussi ce qui fait gagner du temps, mais c'est aussi ce qui apporte le côté informel qu'on peut avoir et qui est apprécié, je pense aussi souvent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'est du temps aussi, et donc il faut arriver à bien le gérer quand on n'est pas une bonne équipe. Kevin, ouais. Moi j'ai essayé d'être très bref à plateforme parce qu'en fait on est très très présent sur un peuple de plateforme. Ce qu'on estime en fait, ça se vérifie assez souvent, c'est en gros c'est premier arrivé, premier servi. Plus vous avez une présence active sur une plateforme sociale qui est ancienne, dès le départ si possible, plus vous aurez une base d'abonnés qui sera importante par rapport à toutes les personnes qui sont prises 2 ou 3 ans. Donc typiquement, on se sert de Facebook. On a une très grosse fanbase qu'on a développée, qu'on a achetée en partie, mais qu'on a extrêmement ciblée en fait, d'après les données donateurs qu'on pouvait recevoir. Donc on a essayé de creuser à la fois une cible donateur et des gens qui réagissaient avec nos messages pour avoir un peu plus de visibilité. Ça fonctionne, et heureusement, ces 2 cibles se réunissent dans une seule cible. Heureusement. Sur Twitter, on est plus sur de l'action locale et sur de la stratégie d'influence. C'est par là en fait que moi je vais contacter des influenceurs qui soient connus, peu connus ou influents sur Twitter. Je vous invite à le faire, ça ne coûte pas grand chose d'interpeller par message privé quelqu'un. Et même parfois on a des bonnes surprises, c'est-à-dire que moi je ne suis pas spécialement fan de télé-réalité, mais j'ai Nikos qui nous a plusieurs fois envoyé certains de messages. Il faut savoir qu'il a une fanbase énorme, enfin un follower énorme sur Twitter, donc c'est très intéressant. Comme ça, on est sur Google Plus aussi. On a eu la chance d'être assez en avant sur Google Plus, et en fait maintenant on a dépassé les 100 000 recommandations plus 1 sur Google Plus depuis une dizaine de jours. On doit être à peu près à plus de 83 000 abonnés, ce qui est une progression énorme si on prend en considération les 2 plus grosses plateformes qui sont Twitter et Facebook chez nous, qui sont respectivement à 160 000 abonnés et 240 000. Je plus même d'investissement sur Facebook. On a moins de chance sur d'autres plateformes qui pour nous sont un peu plus de niche. On avait dit brièvement. J'ai beaucoup de plateformes, mais voilà, Pinterest, Instagram, Vine, j'ai pas encore lancé avec lui, mais ça va pas tarder. Où là, la fanbase est beaucoup plus réduite, mais ça nous permet aussi de tester. Ok. Alors, soyons concrets, pragmatiques, parce qu'il y a souvent dans la salle des responsables de l'association qui se demandent j'y vais pas, et comment j'y vais. Déjà, combien ça coûte? Ça vous coûte quoi en budget annuel à chacun d'être présent sur les réseaux sociaux? À peu près. Potentiellement, ça fait 0. Ouais, voilà. Donc, dans le cas d'Oxfam, il n'y a pas de community manager, tout le monde met la main à la pâte, donc on va taxer du temps. Donc, il y a un coût, mais c'est marginal. Dans le cas de ASF et peut-être de Port-Rouviard, community manager, on va dire c'est le salaire de community manager, on résume tout ça comme ça. D'accord. Ceci dit, mon triche, parce qu'on a j'ai réussi à négocier un très gros budget avec les sociales, qui est de l'ordre de 300 000 €. Et dans les 300 000 €, j'imagine, il y a du coût d'acquisition. Il y a du coût d'acquisition, il y a des mécaniques de confrontation de normes qu'on essaye. On essaie de faire du crowdfunding, par exemple, sur Facebook.
Il y a aussi des agences qui travaillent sur du matériel, que ce soit visuel, en actualité ligne, en mécanique. Il y a effectivement des actions marketing qui sont aussi en place et qui coûtent de l'argent. On peut faire du targeting sur Facebook, on peut faire beaucoup de choses. D'accord. Alors, continuons à être pragmatique. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que vous avez un retour sur investissement positif en dépensant 300 000 € chaque année? Non. Et alors, je disais, l'intérêt, c'est. Attendez, excusez-moi, parce que le nom me semble un petit peu catégorique. C'est de quoi on parle? Est-ce qu'on parle effectivement de rentrer en termes de recettes? On parle également de l'impact autour de vos opérations. Alors, d'un point de vue entièrement financier, on est quasiment à l'équilibre, ce qui était notre premier objectif. Faut savoir que nous, en fait, on a la chance d'avoir une grosse renommée, de collecter aussi beaucoup. Pour nous, un investissement de 300 000 €, je pense que j'ai choqué un peu les gens ici, mais c'est pas grand-chose. Tout en sachant qu'on doit collecter, je pense que je vais dire une bêtise, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà, donc c'est. Après, d'un point de vue plus large, pour nous c'est un investissement parce qu'on s'adresse à des cibles plus jeunes qui vont vieillir un peu plus longtemps que nos cibles bénévoles, donateurs traditionnels. Pour nous, ça nous fait 20 ans de collecte en plus. Donc c'est intéressant pour ça d'une part, et puis d'autre part pour l'image, pour la préférence. Alors, je vais poser la question différemment aux trois, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous pourriez vous en passer? Alors, clairement pas, parce que c'est devenu vraiment un outil essentiel pour nous dans la stratégie de communication. Et non seulement un outil, mais qui permet aussi, on peut mesurer quand même certains impacts quand on diffuse. Alors c'est vrai qu'on diffuse énormément de rapports, et donc quand on voit que nos rapports sont repris, retweetés, que les médias reprennent, alors ce qui marche bien, c'est les chiffres clés, ça c'est clair, ça circule très très vite. Quand on voit que quand on interpelle les décideurs nous répondent, ou ce soit les décideurs des entreprises, sur nos campagnes, donc ça fait partie des réseaux sociaux. On peut appeler aussi nos fans à partager et à interpeller et donc à se mobiliser, et ça fait partie vraiment de nos outils clés aujourd'hui pour mobiliser et informer, sensibiliser. Si je prends l'exemple d'une crise comme le typhon qui a frappé les Philippines au début du mois de novembre, sans les réseaux sociaux, on ne peut pas informer rapidement notre audience, qui comprend donc nos donateurs et nos fans dans leur ensemble. Ils ne peuvent pas savoir qu'on travaille directement sur le terrain, qu'on fait de notre mieux pour pouvoir envoyer de l'aide très très rapidement. Donc on perd énormément en termes d'impact. Du coup, c'est obligatoire de mettre vraiment en avant les réseaux sociaux dans nos stratégies. D'accord. Pour terminer, si vous aviez peut-être un conseil à donner à des gens qui vont peut-être se lancer dans les réseaux sociaux, et une connerie que vous avez faite qu'il ne faut surtout pas refaire. Je dirais que dans tous les cas, il faut essayer. Quitte à se planter, il faut essayer. Une connerie, justement avec TweetDeck, des fois on peut faire des bêtises quand on gère un certain nombre de comptes, et en voulant envoyer un message privé à une personnalité de manière avec un message un petit peu véhément, on se rend compte qu'on l'a envoyé avec le compte de l'organisation. Donc il faut faire un petit peu attention à TweetDeck, des fois on peut être sensible. Alors un conseil, oui, c'est d'être constant, c'est-à-dire il faut vraiment sur les réseaux sociaux animer, donc être très régulier et voilà, veiller à ne pas laisser dormir les comptes. Donc oui, investir du temps, mais sur la durée ça paye. Une erreur, je réfléchis. Bon, il y en a eu, ça c'est sûr. Le temps que Kevin réponde. Le conseil, c'est travailler en fait votre imagination. Le truc qui a le plus de succès en fait, c'est un truc que j'ai fait tout seul. On a passé par une agence. Je me suis dit tiens, on va faire. J'ai
demandé on y va, on y va, et puis ça fait un peu plus de 9000 retweets. C'est mon plus gros succès, j'ai réussi à le refaire, et bon, c'est sympa. En fait, c'était un petit bashing des gens qui faisaient la queue pour acquérir un nouvel iPhone. Et j'incitais les gens, en fait, qui avaient du temps libre, à devenir c'est un petit bashing, mais ça a extrêmement bien marché. Là, j'ai profité, c'est un truc que je vous invite à faire, hein, c'est vraiment profiter des instants de conversation qui sont populaires pour rebondir dessus. On en a entendu parler avant, mais voilà. On peut avoir même un micro-sujet de conversation qui n'est pas forcément d'autres intérêt, puis voilà, délivrer un message intéressant là-dessus. Et puis la bêtise, je l'ai pas laissé, j'ai fait plein de bêtises, mais je les laisse pas suffisamment longtemps pour que les gens remarquent. Ok, bon, je vous remercie tous les trois, je crois que c'est bon, on est dans le timing. Super, merci à tous.